Cerno. Épisode 93. Une série sanglante où le scénario est à chaque fois le même. À quoi ça sert de faire la tête? Ouais. C'est peut-être bien la mort. Oh oui. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On a ce devoir de mémoire. Pas une visite, pas un coup de fil. Oui, Jacqueline, oui. Qu'est-ce qu'on mange? Je dis, mais si je faisais une soupe de champagne. Torture, coup de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Tu veux un Schweppes? Vous êtes sûr que c'était au premier? Ouais. Ich heiße Thorsten Bolleck. Il était gentil, mais après il est tué. Il égrenait ses victimes Ich heiße Thorsten Bolleck. comme s'il venait d'acheter une baguette. Faut toujours croire en l'être humain. Cerno. Ça m'emmerde, en vrai. 3, 2, 1. Alors j'ai appris une mauvaise nouvelle. Enfin une mauvaise nouvelle. Une nouvelle perturbante. J'ai voulu vérifier auprès de Catherine, la petite fille d'Hélène Rose, la victime de la rue de la Fontaine-au-Roi, que sa grand-mère avait bien été tuée dans l'appartement d'Irène et Mireille. Eux habitaient au 2e étage, et Catherine m'a annoncé que non. Hélène Rose habitait au 3e étage, donc ce n'est pas dans l'appartement d'Irène et Mireille que le meurtre a été commis. Ce qui veut dire que toute cette piste sur les fantômes, que je suis déjà depuis plusieurs semaines et dans laquelle je vous ai embarqué, s'effondre. S'effondre, enfin, peut-être pas, parce que si on analyse la situation, on se rend compte que, effectivement, Irène et Mireille ont vu et senti des présences dans cet appartement. Ils ont entendu parler d'un meurtre, ils m'ont rencontré. J'ai mené ma petite enquête et je suis tombé sur cette victime non répertoriée de Thierry Paulin et j'ai pu retracer sa vie et quelque part la sortir de l'oubli. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Et donc à présent, je suis dans mon quartier. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, l'anthropologue Grégory Delaplace, à qui je faisais part de mon épuisement, du fait de travailler seul sur cette affaire qui est très lourde, m'avait conseillé de recruter une espèce de superviseur, quelqu'un du métier, soit de la radio, soit un écrivain, qui pourrait, superviser mes recherches, m'orienter et m'épauler d'une certaine façon. Et alors je sais que dans mon quartier vit un de mes écrivains préférés, dont j'ai souvent parlé dans ce podcast, ou même dans les bonus, qui sont réservés aux abonnés au Patreon. Cet écrivain, c'est Philippe Janada. Je le croise tout le temps dans mon quartier. Il est habillé tout en noir. Et je suis vraiment fan de ses livres. Et je sais qu'il a travaillé sur notamment 3 affaires criminelles pendant des années, jusqu'à les épuiser d'une certaine façon. Et dans son dernier livre, qui s'appelle Le Printemps des monstres, page 594, si mes souvenirs sont bons, il dit donc, à propos du fait divers sur lequel il travaille, puisque c'est un fait divers, il faut s'en approcher encore, tenter de l'épuiser, comme Pérec, un lieu parisien, se pencher encore sur les derniers détails, les plus petits. Et je voudrais voir ce qu'il veut dire par là. Donc tenter d'épuiser une affaire criminelle, c'est ce que j'essaie de faire. En allant jusqu'au bout, en tirant tous les fils, en essayant d'être ouvert à tout ce qui se présente à moi. Et je voudrais aussi tâter le terrain pour savoir s'il pourrait être ce superviseur, comme m'avait conseillé Grégory Delaplace. Alors je suis sous ces fenêtres, qui sont fermées parce qu'il fait très chaud. Mais je sais qu'il est tous les jours à la même heure, à peu près à cette heure-ci je crois, au bistrot Lafayette, qui est à l'angle de la rue Lafayette et de la rue Louis Blanc. Et comme il l'écrit dans tous ses livres, je vais me permettre d'aller le voir, micro ouvert. Je sais pas s'il est là. Je suis très intimidé. J'ai jamais osé lui parler. Je m'approche du bistrot Lafayette. Il y a des gens en terrasse. Mais je vois pas Philippe Janada. Peut-être qu'il est à l'intérieur. Bon allez, je me lance. J'entre.
Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez vu Philippe Janada aujourd'hui ? J'ai pas compris. Philippe Janada. Philippe Janada, il va arriver tout à l'heure, pas tout de suite. Vers quelle heure ? Je sais pas, vers 18h, 19h, comme ça. Ah ok, je repasse alors. Merci beaucoup. Je suis en avance. Bon, je vais faire une course et je reviens. « 3, 2, 1. Bon, 1 heure s'est écoulée. Je vais aller acheter une carte mémoire pour mon enregistreur. Et je suis repassé devant le bistrot Lafayette, donc le QG de Philippe Janada. Et je pense que je l'ai aperçu au comptoir, à l'intérieur. Mais j'ai hyper peur d'aller le voir. C'est vraiment stupide parce qu'il paraît qu'il est très sympa. Je suis en même temps assez ému. Bon allez, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'a dit que quelqu'un était passé, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julien. Bonjour Julien. Vous êtes Philippe Janada ? Yes, I am. Je vous dérange ? Un peu, ouais. C'est pas très grave, mais oui. C'est vrai, je vous dérange. Mais qui êtes-vous, Julien ? Je suis journaliste. Oui. Je fais un podcast D'accord. sur une affaire criminelle, Ah, laquelle ? l'affaire Thierry Paulin. Oh non, c'est vous qui faites ce truc interminable ? Oui. Tout le monde m'en parle, tout le monde me dit c'est extraordinaire, faut absolument que tu écoutes ça. C'est vrai ? Et je suis allé regarder, j'ai vu qu'il y avait 90 épisodes, j'ai dit oula, quand j'aurai le temps, mais là, donc pour l'instant, non, mais pas mal de gens m'en parlent, ouais. Il s'appelle l'enquête, l'anti-enquête. C'est ça, oui. Ah bah voilà. En fait, j'habite rue Louis Blanc. Ah bah on est voisins. On est voisins. Et je me suis rendu compte que Jean-Thierry Mathurin, le complice et amant de Thierry Paulin, avait habité dans mon immeuble dans les années 80. Ah oui. Donc j'ai ce point de départ. Mais c'est bien. En tout cas, le principe, j'ai encore rien écouté, hein, mais je le ferai. Le principe est absolument formidable. Vous creusez un peu partout, de tous les côtés, vous allez sur toutes les petites rues et les impasses. Je vais sur les lieux de crime et je vois ce qui se passe. Ah, comme moi, voilà, on fait la même chose. Ouais, je suis un grand fan. Et bien moi, peut-être bientôt aussi, ça sera réciproque. En fait, je vous ai vu souvent ici, mais j'ai jamais osé vous parler parce que je suis un peu timide. Ben alors moi, n'en parlons pas. C'est vrai ? Ouais, ben bien sûr je suis timide, sinon j'écrirais pas des livres. C'est un truc de timide d'écrire des livres. C'est une façon de ne pas parler déjà, et en plus de le faire tout seul dans son coin. C'est un truc d'enfant, quoi. On raconte un truc et ensuite on n'est pas là quand les gens le regardent ou l'écoutent ou le lisent. Donc, et vous, c'est peut-être un peu pareil. Mais oui, bien sûr, c'est un truc de timide, c'est un moyen d'expression de timide, l'écriture. Je savais pas que vous étiez timide. Ah ben, on se connaît peu, faut dire. C'est vrai. Non mais je vous ai vu souvent ici, j'ai souvent bu des verres ici. Et j'osais pas vous parler parce que je voulais vous parler avec un micro directement. Ben là c'est réussi, voilà. Comment ça va ? Ça va bien, je bosse comme un dingue en ce moment là. Je bosse du matin au soir et du soir au matin sur un truc. J'ai 1 heure de pause dans la journée où je peux ne penser à rien. Et vous voilà. Mais je plaisante, non, mais oui ça va, ouais, ça va. Vous pouvez dire sur quoi vous travaillez ou sur le genre d'affaires sur laquelle vous travaillez ? Alors je peux pas trop dire, non je peux pas dire précisément en tout cas. Et le genre c'est exactement ce que je m'étais juré de ne jamais faire. C'est-à-dire que déjà je commençais à penser depuis quelque temps à arrêter les faits divers. Ou en tout cas de manière frontale, c'est-à-dire un vieux fait divers, j'estime qu'il y a une injustice ou une erreur judiciaire ou quoi, j'enquête, je vais dans les archives et je sors un livre de 800 pages pour essayer de rendre hommage à des gens qui ont été injustement condamnés ou regardés. Je m'étais dit je vais arrêter ça pour pas avoir l'étiquette du pseudo-justicier du dimanche. Et puis je m'étais dit surtout une chose en tout cas que je ne ferai jamais, c'est certain, c'est de traiter d'un fait divers ou d'une affaire criminelle actuelle. C'est-à-dire dont les protagonistes sont vivants et pourraient être blessés ou dont la vie pourrait être modifiée par ce que j'écris.
Là, tous mes derniers livres, mes 3 ou 4 derniers livres, c'est des affaires dont tous les personnages principaux sont morts. Donc c'est un peu lâche et hypocrite, mais au moins il n'y a pas de risque. Et donc là, voilà, il m'est tombé un truc sur le paletot sans que je m'y attende. Un type qui est venu me voir dans une signature de librairie, dans une librairie, qui m'a dit il m'arrive un truc atroce, vous seul pouvez m'aider. Alors moi, dans ma tête, c'était l'effondrement. Je lui dis non, pitié, pitié, laisse-moi tranquille, va-t'en. Et bref, voilà, finalement, je l'ai écouté, je me suis un peu penché sur son histoire. Il a été incarcéré depuis. Cet homme-là ? Oui, cet homme-là. La semaine suivante, il a été incarcéré. Il a pris 15 ans, j'ai noué des liens d'amitié avec sa femme. Elle m'a transmis le dossier d'instruction que j'ai lu pendant des mois et des mois dans les moindres détails. Et là, je suis en train d'essayer, je suis en train d'écrire quelque chose pour essayer de l'aider, parce que sinon, il ne sortira pas de prison. Il a 66 ans, il a pris 15 ans. Bon. Donc voilà, j'écris un truc à toute vitesse pour que ça sorte vite. Ça va être court et normalement il faut que je rende le manuscrit à mon éditeur dans une 12aine de jours à peu près. Donc là je suis en plein travail. Jour et nuit je ne pense qu'à ça, ouais. Et je ne fais que ça. D'accord. Moi je suis venu vous demander des conseils. Des quoi ? Des conseils. Alors là, des conseils à propos de quoi ? Alors déjà, j'ai dévoré Au printemps des monstres, votre dernier livre. J'étais très triste de le terminer parce que j'aurais aimé que ça dure encore. Pourtant, il y a pas mal de lecteurs qui ont trouvé que ouf, c'est fini, quoi. C'est quand même un gros truc, c'est monstrueux comme taille de livre. Donc bravo d'avoir terminé, et ça me touche évidemment que vous ayez été triste que ce soit déjà fini. J'étais triste et j'étais triste de vous quitter aussi, en fait. Bah non, mais on est là au comptoir, on est bien là. Voilà. Mais alors, page 594 précisément, vous dites, en parlant de l'affaire criminelle sur laquelle vous avez travaillé, l'affaire Luc Taron, que comme c'est un fait divers, il faut tenter de l'épuiser. Oui, en tout cas, c'est peut-être pas valable pour tous les faits divers, mais pour celui-là, qui paraît très simple et qui en fait est extrêmement complexe, obscur, nébuleux, et où je pense qu'il y a énormément de zones d'ombre. Il y a un tout petit point lumineux qui est l'étrangleur qu'on a arrêté et mis en prison toute sa vie. Mais tout ce qui est autour est un peu plongé en une sorte de pénombre louche. Et j'ai réfléchi longtemps, c'est l'intérêt de mon travail de romancier ou d'écrivain. Et ce qui me passionne, moi, c'est comment raconter une histoire. C'est quelque chose qui doit vous concerner aussi. Il y a un fait divers, une matière première, il y a 50 façons de le faire, dans tous les domaines. C'est-à-dire la chronologie, sur quel personnage on insiste plus, est-ce qu'on le fait vu de loin ou vu de près, etc. Cette histoire-là, j'ai assez rapidement compris, au grand désespoir de mon éditeur, parce que je lui avais promis un livre assez court, que soit il fallait le faire en allant partout, c'est exactement, je pense, ce que vous faites avec Thierry Paulin, soit ça servait à rien de le faire, quoi. C'est-à-dire que regarder quelque chose d'alambiqué, de confus et obscur, le regarder de loin ou à mi-distance, et dire ce qu'on voit, je vois pas trop l'intérêt. Et je me suis dit, c'est un parti pris qui a dû, je pense, saouler certains lecteurs, hein, mais... Pas moi. C'est déjà pas mal. Je me suis dit, voilà, soit vraiment, vraiment, je vais dans les moindres recoins. Je crois que je le dis dans le livre, mais je pensais au truc de Pérec, tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Je sais plus sur quelle place du 5 ou 6e arrondissement il s'était mis pour le décrire, et... il faut décrire absolument. Si on dit simplement il y a une boulangerie, une fille en robe jaune et un vieux cordonnier, ça vaut pas le coup, ça ne décrit rien du tout. Et donc même si c'est fastidieux pour lui et pour le lecteur, il décrivait la moindre chose de ce lieu parisien. Et moi c'est un peu tentative d'épuisement d'un fait divers parisien dramatique. Enfin bref, c'est en tout cas l'option que j'ai choisie, d'aller partout, quitte à faire demi-tour quand j'étais dans une impasse. Vous avez travaillé combien de temps sur l'affaire Luc Taron ? Pardon, je bois ma bière en même temps. J'ai dû faire 3 ans et demi à peu près. En tout, et sur 3 ans et demi, il doit y avoir 2 ans
recherche, de documentation pendant lesquelles je ne suis pas du tout écrivain. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais un peu une sorte d'enquêteur amateur ou de Colombo à la petite semaine ou je sais pas quoi. Mais je ne pense pas du tout au livre. Je cherche simplement à réunir le plus de documentation possible et ensuite à la classer, à l'organiser, à essayer de faire des rapprochements entre tel et tel dossier ou tel et tel témoignage. Mais je ne pense pas du tout, je ne commence pas à écrire, je n'y pense pas, je pense à rien, je ne pense même pas à la construction du livre. Ça me vient peut-être inconsciemment, j'en sais rien, mais j'y pense pas. Et puis une fois que j'estime avoir toute la documentation, toute la matière première qu'il me faut, et là je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'arrête de me souvenir que c'est une histoire réelle et fait divers réels. Je me comporte comme si pendant 2 ans j'avais réfléchi très intensément, comme devait faire, j'imagine, Agatha Christie ou je sais pas qui, ou les grands spécialistes du polar de fiction, qui inventent des trucs, qui font des petites notes avec des descriptions de personnages, qui construisent tout. Voilà, j'ai essayé d'arrêter de me rappeler que c'était une histoire vraie, que c'était simplement mon matériau, et à partir de là, je ne suis plus que écrivain. Et puis après, mais je commence jamais un livre, et celui-là peut-être encore moins qu'un autre. J'écris jamais la première phrase sans avoir en tête, en tout cas grosso modo, tout le déroulement de ma narration. Bah, évidemment, je suis pas un cerveau extraterrestre, hein, mais de savoir où je vais et par quel point je vais passer. Parce que moi, ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur cette affaire, Thierry Paulin. D'une façon assez différente parce que je cherche pas à réunir des pièces, à lire des dossiers, tout ça. Mais je cherche un peu à tirer tous les fils qui se présentent à moi en allant sur les lieux de crime, en répondant aux gens qui me contactent. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est un travail sans fin. Et je me demande comment on fait pour épuiser une affaire sans s'épuiser soi-même. Bah vous ne pouvez pas. Moi, j'ai quand même un avantage, c'est que même si je tire sur la ficelle ou sur la corde, mon but n'est pas de résoudre une affaire, mon but est d'écrire des livres. Vraiment, mon seul objectif, c'est de raconter des histoires aux gens sous la forme de livres. Inévitablement, c'est comme quelqu'un qui fait des films, inévitablement, c'est un objet qui doit être fini. C'est-à-dire que là, je pousse vraiment, puisque je fais plus de 900 pages. Au-delà, ce serait pas raisonnable, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça deviendrait... Un mec qui fait un film, par exemple, il peut faire un film de 4 heures, 5 heures. S'il fait un film de 11 heures, il sait que c'est contre lui qu'il fait ça, puisque personne ne peut raisonnablement s'asseoir 11 heures dans une salle de cinéma et être concentré pendant 11 heures. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait des feuilletons avant, maintenant des séries. Et que là, ça peut durer... Il y a des... Je connais pas les noms, mais les trucs genre Les Feux de l'amour ou je sais pas quoi, ça dure depuis 40 ans, quoi. Ou même, il y a des séries qui ont plein de saisons et ça marche comme ça. Mais moi, je suis contraint, et heureusement pour moi, hein, par la forme de ma discipline artistique. Vous, non. Vous, c'est sans fin parce que peut-être que dans 20 ans, vous en serez au 483e épisode. Je vois dans tous les livres, tous mes derniers livres, je pourrais, si je me bridais pas, il y a toujours sur le côté l'histoire de quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui aurait été en prison avec Lucien Léger, où j'ai eu ça dans La Petite Femelle, à un moment qui est mon avant-dernier livre. Donc je raconte la vie de Pauline Dubuisson, puis elle a été incarcérée 10 ans, donc je me dis, je vais voir, c'était une prison pour femmes, je me dis, je vais voir quelles femmes ont été incarcérées avec elle. Je cherche les femmes qui étaient à la centrale de Haguenau dans les années entre 50 et 60. J'en trouve plein, enfin plusieurs, donc qui sont encore connues aujourd'hui. Et chacune, j'avance dans leur histoire, je creuse leur histoire, je me rends compte que ça m'intéresse. Et je me dis, en fait, à partir de là, de simplement 7 maisons d'arrêt pendant les 10 ans des années 50, je pourrais écrire 8 livres, ou à l'intérieur d'un même livre, des centaines et des centaines et des centaines de pages. Donc moi, je suis obligé de me freiner, de me faire violence presque, puisque mon but est de mettre entre les mains des gens un objet un peu lourd parfois, mais un objet qui puisse soulever jusqu'à leurs yeux et lire pour que je leur raconte l'histoire. Vous êtes piégés vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, et j'imagine en plus que comme ça sort au fur et à mesure, moi les gens qui m'ont parlé de votre anti-enquête me disent qu'ils attendent avec impatience la suite. Donc, mon pauvre Julien, je crois que vous êtes maudit jusqu'à la fin de vos jours, vous ne pourrez plus jamais vous arrêter.
puisque personne ne vous autorisera à vous arrêter, ni vous-même, ni ceux qui vous écoutent. Comme je n'ai pas écouté, je ne sais pas exactement quel est le principe, mais j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez aux victimes plus qu'à lui-même. Moi, je m'intéresse un peu à tous les gens que ça me permet de rencontrer aussi, en fait, et ça me permet de rencontrer des milliers de gens. Oui, qu'est-ce que je fous là d'ailleurs? Moi, je n'ai rien à voir avec... Guy Georges, vous m'auriez dit, il y a juste à côté d'ici, là, à 50 mètres, il y a une des victimes de Guy Georges, Hélène Frinkin. Oui, rue du Faubourg Saint-Martin. Droite là, oui, juste à côté du restaurant japonais. Tous les jours, je passe devant la porte, je regarde la porte. Pareil. Ah bah voilà. Mais alors Thierry Paulin, non, pas quoi. Il a tué sa dernière victime dans mon pâté de maison là-haut, rue Caille. Ah, 22. Ah, je savais pas, bah oui, on est juste à côté, où maintenant il y a tous les restos sri-lankais. Ouais. Et moi j'ai une amie qui a connu Thierry Paulin, je crois. Non. Ouais, il sortait beaucoup, enfin il faisait des trucs le soir, et je vais pas vous donner son nom parce que elle a peut-être pas envie qu'on en parle. Mais oui, qu'il a fréquenté à l'époque. Ouais. À l'époque où évidemment c'était juste un jeune Parisien comme les autres. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, vous? Je la connais pas bien. En fait, en vrai, moi je m'intéresse pas beaucoup aux tueurs en série. Ce qui m'intéresse dans un fait divers ou une affaire criminelle, c'est le côté banal, être humain normal, vie normale, et tout d'un coup qui est coupé en deux par un coup de hache, aussi bien pour le coupable que pour la victime. Les faits divers, encore que Thierry Paulin, c'est peut-être pas pareil. Je veux dire pas les faits divers, les serial killers, c'est un truc fou, quoi. Il y a un truc, le mec il a le cerveau, il a un truc qui est déjanté dans son cerveau. Thierry Paulin, c'est peut-être pas pareil parce que c'était par intérêt. C'était vraiment, c'est comme un braqueur de banque, sauf qu'il tuait des vieilles dames au lieu de braquer des banques. Mais sinon, tous les tueurs en série américains, ou même Guy Georges ou quoi, il y a quelque chose qui est trop loin de l'humanité telle qu'elle m'intéresse pour que je me penche là-dessus. Et donc, l'histoire de Thierry Paulin, je la connais pas beaucoup, à part ce que tout le monde sait, quoi. C'est-à-dire que, ben voilà, il voulait de l'argent, enfin, il était en tout cas assez tordu, assez fou pour se dire, mamie, à 300 €, ça vaut le coup de la tuer. Même pas, hein. Même pas 300 €. Hein. Même pas 300, donc bon, il était quand même bien barré, mais je connais pas bien. Enfin, pourtant, je m'intéresse beaucoup aux faits divers et à toutes sortes de faits divers. Je connais Thierry Paulin comme à peu près n'importe qui dans le bistrot qui vous en parlerait, quoi. Maintenant, Julien, là, j'étais venu pour me détendre un peu, et surtout, je dois aller à la pharmacie. Ah. Oui, donc nous allons interrompre, mais vous repasserez, si vous voulez, dans un autre épisode. Bah oui, volontiers, j'ai encore des questions. Pourquoi vous êtes toujours habillé en noir? Oh, c'est pas du tout pour faire genre, je sais pas quoi, ça fait 40 ans, non pas 40 ans, j'ai 57 là. Ça fait depuis que j'ai 22 ou 23 ans, donc 35 ans là qu'à dire. Simplement parce qu'il me manque une case qui est la case esthétique et goût des couleurs et goût rétinien. J'ai pas ça dans le cerveau, donc je ne sais pas du tout quand des gens disent « Oh, il est joli ce bleu ». Alors pour moi, je vois deux bleus différents. Ma femme, par exemple, me dit « Mais non, tu vois bien que celui-là, c'est moche comme bleu, alors que celui-là est beau ». Pour moi, c'est comme si on regarde deux feux rouges et qu'on dit « Mais ce feu rouge est superbe, alors que celui-là… » Donc pour pas m'embêter, je me suis dit soit il faut que je m'habille tout en blanc, soit tout en noir. Tout en noir, c'est quand même plus simple, ça passe plus facilement. Donc voilà, j'ai simplement acheté. Et puis j'ai pas envie, je suis pas très shopping. Donc par exemple, des polos comme celui-là, qui est un truc à 9 € de chez Decathlon, j'en ai 40, quoi. J'achète toujours les mêmes, toujours la même taille. Les pantalons, c'est pareil. J'ai toujours la même marque, j'en ai plein d'avance. Enfin plein. Pas des dizaines, hein, mais 5 ou 6. Et voilà, donc je vais même pas dans les magasins, je commande par internet, j'ai ma taille, j'ai la marque, et hop, ça m'évite le shopping. En tout cas, ça a une certaine allure dans le quartier, je trouve. C'est gentil, mais bon, c'est pas fait pour, en tout cas. C'est juste fait pour passer inaperçu. J'ai fait une bêtise, mais je continue à la faire, je peux pas m'empêcher. Dans les livres, je dis que je viens ici au bistrot Lafayette. Et donc, vous, c'est plutôt sympathique. Tout le monde, c'est toujours sympathique, mais comme c'est le seul moment de ma journée
où je peux ne penser à rien et parler avec un plombier, un dealer ou un flic. Là, j'ai des gens qui viennent et qui disent « Oh, on espérait que vous seriez là ». Ça fait évidemment très plaisir, hein, mais on a vu dans vos livres que talala. Et donc, comme évidemment, je ne peux pas envoyer bouler les gens. Donc, dans mon heure de pause, c'est de ma faute. Mais dans mon heure de pause, je me retrouve à parler de mes livres et de mon travail. Voilà. Je suis désolé. Hein. C'est pas bien grave, c'est même pas grave du tout. Mais maintenant, j'y vais. Ok. Salut Julien. On peut se tutoyer ? Ah bah bien sûr qu'on peut se tutoyer. Maintenant qu'on se dit au revoir ? Eh ben écoute, à bientôt. Je vais écouter ton travail. Dès que j'aurai fini, d'écrire mon livre sur l'affaire que je ne voulais pas écrire là. Je repasserai. Tu n'es pas non plus obligé de venir avec ton micro, hein. Tu peux venir boire un coup tranquillement. Ouais, ok, volontiers. À bientôt, bon courage. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Bon bah voilà. J'ai rencontré Philippe Janada. Bon, alors il m'a bien dit que j'étais condamné à continuer probablement. Il faut que je m'accroche. Pour ce qui est de la supervision, je ne lui ai pas posé la question parce que je me dis qu'il faut d'abord qu'il écoute mon travail. S'il l'écoute, et quand il l'aura écouté, je pourrais peut-être lui poser la question. Donc voilà, comme on est fin juin, je pense qu'il est raisonnable que je prenne quelques semaines de vacances, que je prenne le temps de dormir, de lire, de me reposer, de penser à autre chose. Si je veux pas que cette affaire me tue, j'aimerais pas devenir la dernière victime de Thierry Paulin. Donc il est temps pour moi de reprendre mon vélo. Je vous souhaite un très bon été. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Mais attendez, c'est pas fini. Vous pourrez quand même continuer à écouter Cerno pendant les vacances. Pardon ? Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/Cerno, la plateforme qui me permet de financer ce podcast autoproduit, indépendant et sans pub. Chaque dimanche de l'été, un feuilleton inédit sera consacré à Marie-Louise Miraud, une victime non répertoriée de Thierry Paulin, retrouvée assassinée en 1987, rue de la Roquette, dans le 11e à Paris. Malgré les preuves irréfutables de sa culpabilité, Paulin a toujours nié ce crime. Edith, la fille de la victime, nous racontera toute cette histoire. Qui était sa mère ? Que s'est-il passé le soir du 20 octobre 1987 ? Moi, j'étais pas là, évidemment, quand ma mère a été assassinée. J'ai reçu un coup de téléphone, je crois que c'était un dimanche matin, de ma sœur, qui me dit Edith, maman a été assassinée et mon frère et Claude, mon frère, est en prison. À suivre. À très bientôt donc, sur patreon.com/Cerno.